garçons de Goma qui se distinguent, Monsieur Espoir Bindu, qui est déjà avec nous dans les installations des Hope Channel Télévision, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, cher Merdi. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait d'être là dans Planète des Affaires, l'émission préférée des entrepreneurs? Tu vois, c'est un sentiment de satisfaction d'être invité à cette émission et j'en profite pour remercier Hope Channel pour les bonnes initiatives. Moi, je suis parmi les téléspectateurs de Hope Channel depuis très longtemps. Et en tout cas, c'est un grand travail qu'ils sont en train de faire pour l'éducation des masses, l'éducation de toute la ville de Goma et du monde à travers Canal+. Je salue aussi tous nos téléspectateurs à ces moments. Il y a la ville de Goma et de partout dans le monde. Je suis Espoir Bindu, comme vous l'avez dit. Voilà. Et je suis très fier, en tout cas, de m'adresser aujourd'hui à ces mondes qui nous regardent. Voilà. Merci beaucoup, M. Espoir. Alors, vous êtes là en tant que le directeur exécutif du CDE. Avant de parler de tout cela, nous aimerions d'abord savoir qui est M. Espoir Bindu. Espoir Bindu, je suis un jeune garçon, comme vous l'avez dit. Je suis un jeune garçon âgé de 36 ans, rescapé de guerre. Depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Comprenez que je suis un peu traumatisé. Espoir Bindu, il aime beaucoup de petites blagues. L'année passée, au mois d'octobre, j'avais lu un rapport du ministère national de la Santé qui avait dit qu'en RDC, sur les plus de 100 millions d'habitants congolais, il y a environ 20 millions qui souffrent de petits troubles mentaux. Et traumatisme. Oui, des traumatismes. Alors, je m'étais dit, peut-être je figure aussi parmi ces gens-là, parce que j'ai traversé beaucoup de moments de guerre au village, à Massissi, à Goma, et comme vous le savez, la nuit d'hier, d'hier à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de balles aussi, beaucoup de crépitements de balles. Alors ça traumatise un peu, donc à tout moment, on a peur. On a peur à tout moment, on ne se sent pas dans sa peau. Mais voilà ce qui nous caractérise. À part ça, je suis licencié en développement à RIRAL. Je suis directeur du CDE, Center for Development Enterprises, où je suis le fondateur. Et je suis très fier de travailler avec des collègues très professionnels que je salue au bureau. Et enfin, pour mon identité, j'aime beaucoup m'adresser à la masse, éduquer beaucoup de gens. Et j'aime beaucoup investir dans les capitales humains. Et voilà Espoir Bindu qui est devant vous. En parlant de s'adresser à la masse, moi je fais votre connaissance pour la première fois, en tout cas c'était au café électoral. C'est là où j'ai connu M. Espoir Bindu. Absolument. Il est en train de modérer l'activité. L'année passée. Avec 300 jeunes. 300 jeunes, je le rappelle. Et ensuite, il y a eu d'autres conférences qui ont suivi. Et voilà, c'est très intéressant. D'abord, j'aimerais que vous puissiez nous parler un peu de votre traumatisme. Vous avez dit que vous êtes traumatisé avec la guerre, tout ce qui va avec. Oui, traumatisé parce qu'à tout moment, on pense à la guerre. À tout moment, on voit des gens qui meurent. À tout moment, on voit des cadavres. À tout moment, nous voyons des vidéos. Nous sommes les premières cibles de toutes ces guerres qui se passent dans notre province, dans notre pays. Alors, cela fait à ce qu'à tout moment, on n'est pas stable. Et moi, j'ai conduit régulièrement la voiture en ville de Goma et dans certaines villes où je voyage. Mais moi, je n'ai pas l'habitude de klaxonner pour les gens. Je ne klaxonne pas. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà remarqué, même ici à Goma, si vous klaxonnez sur quelqu'un, carrément il est agité, c'est comme s'il voulait fuir. Et vous allez même risquer. Pourquoi cela arrive? Oui. Pourquoi cela arrive? C'est parce que beaucoup de gens sont traumatisés. Ils pensent encore que c'est la guerre qui arrive. Vous voyez. Moi-même, je suis traumatisé. Les traumatismes font que les gens soient un peu agressifs. Vous voyez. On est un peu agressif, on est un peu trop sévère avec la vie. Alors ça, ce sont des effets. Je ne suis pas un psychologue pour mieux expliquer cela, mais en tout cas, je suis parmi les traumatisés. D'accord, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Espoir Bindu. C'est un très grand honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat, modèle du développement en République démocratique du Congo. Avant tout, nous aimerions d'abord lever l'équivoque et faciliter la compréhension et s'assurer d'être sur la même longueur d'onde avec nos téléspectateurs. Alors, monsieur Espoir, veuillez nous faire part de votre compréhension des mots qui composent notre thématique
Donc, je veux parler de l'entrepreneuriat. Premièrement, l'entrepreneuriat, comment vous définissez l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que le téléspectateur qui nous suit actuellement à la maison doit comprendre par entrepreneuriat? Je pense qu'il n'y a pas une définition claire, une définition standard de l'entrepreneuriat. Chacun peut avoir une définition de l'entrepreneuriat selon sa compréhension. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une action de commencer quelque chose, une action de commencer un projet qui va créer une solution dans la société. C'est ça l'entrepreneuriat. Tout ce qu'on peut commencer pour résoudre un problème dans la société, c'est de l'entrepreneuriat. Et aussi, pas forcément résoudre un problème dans la société, mais créer aussi des problèmes dans la société, comme les cas des groupes rebelles. Ils sont aussi entrepreneurs qui créent aussi de l'argent au détriment de la santé, de la sécurité d'autres personnes. Mais on peut dire qu'ils sont héros dans leur histoire. Ils sont aussi héros dans leur histoire. C'est comme certains pasteurs aussi qui sont aussi héros dans leur histoire. Ils peuvent créer des églises, pas pour le but d'amener les âmes au ciel, mais pour créer aussi de l'argent à travers ces activités-là. En fait, l'entrepreneuriat, c'est une action de commencer quelque chose qui n'existait pas pour créer des solutions ou des problèmes dans la société. Et voilà, comme notre thématique, je l'ai dit tantôt, l'entrepreneuriat, moteur du développement économique en République démocratique du Congo. Alors, le mot aussi développement économique reste un mot, une phrase qui n'est pas vraiment compréhensible pour tout le monde. Alors, comment doit-on comprendre par développement économique? Le développement économique, il y a deux mots. Il y a le développement et il y a aussi l'économie. Nous tous, nous savons que le développement, c'est l'évolution. C'est la marche d'une étape à une autre, quitter le point A vers un point B. C'est ça le développement en fait. Et une économie en développement ou le développement économique, ça veut dire que la situation économique actuelle a évolué par rapport à hier. Hier, nous étions, par exemple, le budget de la RDC. Je me rappelle à l'époque, entre 2012, 2008 et 2012, on était à 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards. Donc, il y a des signes que nous sommes en voie de développement. Jusque-là, ce n'est pas encore un développement, mais le développement économique veut dire que nous nous sommes développés, la vie sociale, sécuritaire s'est développée plus mieux qu'avant. C'est ça le développement. Maintenant, celui qui veut évaluer le développement économique d'un pays doit se référer à l'histoire de ce pays-là. Pas à un autre pays. Oui, on peut s'évaluer par rapport à un autre pays, mais on commence d'abord par nous, connaître d'abord les réalités de son pays par rapport au passé. Hier, on était où? Aujourd'hui, nous en sommes où? Par exemple, pour la RDC, il y a 62 ans, 64 ans d'indépendance, la population de la RDC, la démographie était à combien de millions de personnes? Aujourd'hui, nous sommes à combien de millions? Maintenant, nous pouvons évaluer la RDC par rapport à ces 64 ans d'indépendance. Comment est-ce que la population a évolué sur le plan économique, social, sur le plan culturel? C'est là qu'on peut parler de l'économie. Jusqu'à présent, je ne sais pas dire que si nous sommes développés ou pas. Voilà, c'est la question que j'allais même poser pour chuter. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous dire, selon vous, quels sont les indicateurs maintenant du développement? Voilà, les indicateurs du développement, c'est d'abord des changements de mentalité, des changements de mind, les changements des esprits. Que lorsque les gens arrivent à voir les choses autrement, on commence à avoir de nouvelles perceptions par rapport aux choses que nous voyons. Ça, c'est le début du développement. Deuxièmement, lorsque les gens se posent beaucoup de questions, pourquoi est-ce que nous vivons dans cette situation? Ça, ce sont des indicateurs. Parce que les gens qui comprennent comme si la souffrance était leur droit, ils ne peuvent pas se développer, ils ne sont pas candidats au développement. Troisièmement, les changements, les développements, les indicateurs de développement, c'est lorsqu'il y a changement culturel, lorsqu'on respecte la diversité. Quatrièmement, c'est lorsqu'il y a respect des droits des propriétés, les droits humains. Cinquièmement, c'est lorsqu'il y a la sécurité et le développement des routes et des dessertes agricoles. Pour moi, ce sont les meilleurs indicateurs du développement. Lorsqu'il y a développement, il y a construction des routes et des dessertes agricoles, ça veut dire que
quelqu'un qui a construit, qui a cultivé ses arachides à Nyabiondo, à Massissi, peut facilement les acheminer vers Goma, passant par Goma, Sake, Mushaki, Massissi centre jusqu'à Nyabiondo. Ce sont des indices du développement. Maintenant, si on veut évaluer le développement par rapport à notre pays, est-ce que facilement tu peux couper dans ton champ les Ndizi, les Ndizi de Beni, et facilement tu vas amener ces Ndizi jusqu'ici à Goma? Si c'est pas facile, donc il n'y a pas de développement. Si vous avez produit votre arachide à Nyabiondo, ou je ne sais pas, les huiles de palme Kisangani ou Walikale, et que vous n'êtes pas en mesure de les acheminer jusqu'à Goma par voie routière, donc il n'y a pas de développement dans ce sens. Pour dire que la RDC n'est pas encore développée par rapport aux indicateurs que je viens de donner. Vous avez cité 5 points, si je ne me trompe pas. C'est 5 points? Ouais, 5. Voilà. Je vais revenir seulement sur un seul point. Le tout premier, celui de changement de mentalité. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez suggérer, vous en tant que spécialiste du développement rural, comme stratégie pour amener les Congolais à changer la mentalité? Ouais. Parce que c'est très important, c'est là que tout commence au fait. Moi, je pense que pour changer les mentales des Congolais, je me rappelle, avant la fin du mandat de Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC, il avait dit qu'il regrette 2 choses pour ses 18 ans au pouvoir. C'est ce que j'avais retenu en 2018. Il avait dit: je regrette 2 choses. La première des choses, je regrette de n'avoir pas changé l'homme congolais. La deuxième chose, il a dit: je regrette de n'avoir pas modernisé l'armée. Ce sont ces 2 regrets. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est les changements de l'homme congolais. L'homme congolais. C'est ce qu'il regrette. Et je pense que pour changer le mental des Congolais, il faudra d'abord changer nos esprits. Et changer nos esprits veut dire que nous ne devons pas accepter que la vie que nous menons, c'est ça la meilleure vie. Nous ne devons pas comprendre, nous ne devons pas accepter que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous devons réellement devenir, nous devons être. Comme par exemple, pour le changement, dans les processus de changement, nous devons toucher aussi les églises. La Bible est claire. Dieu nous a créés pour le développement. Si vous lisez, moi je ne suis pas un pasteur, mais si vous lisez Genèse 1:26, Dieu nous créa pour dominer. Donc c'est le leadership, c'est le développement. Il prend le développement. Alors, mais les églises ne nous apprennent pas à nous développer. Ils nous apprennent à accepter ce que nous traversons, les malheurs, et à laisser tout à Dieu, comme si Dieu avait encore d'autres choses à faire pour nous pendant qu'il a déjà tout fait. Et donc les églises doivent aider les gens à changer les mentales. Les églises prêchent beaucoup de futilité. Les églises ne prêchent pas aux gens à prendre des responsabilités pour élever la situation économique que le pays est en train de connaître actuellement. Et une autre proposition que je peux faire au pays, surtout à la jeunesse congolaise, c'est de ne pas croire au miracle, que la solution, pouf, on va se réveiller et il y a déjà une solution qui s'est déjà créée par rapport à une situation donnée. Nous devons comprendre que c'est nous les vecteurs du changement. Nous devons comprendre que c'est nous qui pouvons changer une situation que nous sommes en train de traverser. Je ne peux pas entendre un développement qui va venir de Kinshasa pendant que dans mon quartier, il y a des voleurs qui nous dérangent toutes les nuits, et moi je vais faire un appel, je vais appeler l'ANER pour venir résoudre un problème pendant que je sais que les voleurs sont devant ma porte. C'est un Congolais comme toi. Voilà. Les Congolais, c'est comme ça que nous sommes. Nous devons comprendre que c'est nous le développement. C'est nous les changements. Nous devons comprendre, nous devons apprendre à prendre les risques pour apporter des solutions aux problèmes locaux. Et voilà ce que moi je peux proposer à la jeunesse. Et donc de ne pas attendre. En tout cas, ce ne sont pas des propositions magiques. Nous devons d'abord changer notre façon de voir les choses. Quand je vois Merdi, comment est-ce que Merdi va être une solution pour moi? Comment est-ce que Merdi, je peux l'exploiter pour devenir une solution pour notre pays? Je prends l'exemple de cette émission. Ça, c'est une émission que vous avez créée, que Hope lui-même, Hope Channel, a accepté et a approuvé. Parce que l'émission a un objectif de développer, de changer les minds des gens.
combien de jeunes comme vous, ils ont les espaces pareils? C'est une question en tout cas. Et comment ils exploitent ces espaces? Qu'est-ce qu'ils disent dans ces espaces-là pour changer le mental des Congolais? Quand tu peux profiter, tu as 1 heure, on t'accorde 1 heure pour parler de futilité, des sous-vêtements, je ne sais pas, ce que tu portes ici, c'est à combien? Comment est-ce que ce que tu portes, le prix de ta veste va changer la situation de l'économie congolaise ou la situation de la sécurité? Je pense que nous devons être, nous jeunes, nous devons être très réfléchis. Et je suis fier de ça parce que moi je viens de passer toute ma jeunesse, depuis 2010 et 2011, j'étais à côté d'un leader qui m'a aussi beaucoup formé, M. Guy Kibira, qui m'a beaucoup appris à m'investir dans les changements mental de la jeunesse congolaise. J'ai passé beaucoup de temps en train de former des jeunes, j'ai travaillé avec des associations, des organisations internationales qui encadrent les jeunes, où j'étais facilitateur en leadership pour développer les mentales, pour développer les capital humain des jeunes. J'étais disons, mentoring office où j'avais une responsabilité de plus de 500 jeunes que j'ai encadrés, que j'ai aidé à développer leur façon de voir les choses, développer leurs compétences intérieures pour essayer de changer les choses. Ça, c'est à mon niveau. Si vous le faites aussi à votre niveau, avec Hope Channel, quelqu'un aussi d'autre peut le faire à son niveau. Et je pense que ça sera un très grand bénéfice pour la RDC, que chacun s'investisse dans le changement du mental. C'est là qu'il y a d'abord les problèmes au niveau local et au niveau des leaderships de notre pays. Parce que nous avons encore des leaders aussi, donc dans leur tête, ce sont on dirait des conservateurs, des leaders traditionnels. Je ne m'attaque pas aux leaders traditionnels, mais ils ne veulent pas quitter les niveaux là. Ils ne veulent pas que le pays quitte les niveaux là. Et c'est ça le plus grand problème. Mais cela doit se passer souvent par des sensibilisations, des appels pour les changements. Et je pense qu'on ne néglige pas les faibles commencements. Pour finir, à ce point, à cette question-là, il y a quelqu'un qui a dit que pour changer, si tu peux changer une seule salle de classe de 50 personnes, donc tu peux changer une communauté. Et quand on parle de la communauté, donc c'est la ville de Goma. Et si tu changes maintenant assez de communautés, toi-même tu peux changer le monde. Aujourd'hui, nous avons déjà, nous disons, il y a Mandela, il y a je ne sais pas qui. Mandela avait des yeux, un seul nez comme moi, une seule bouche comme moi. Et je vais un peu épargner d'autres détails. Ça veut dire que tout ce que Mandela a fait, si tu le veux, si je le veux, on peut aussi le faire. Il y a un Anglais qui a dit « Whatever a man has done, a man can do ». Tout ce qu'un homme a fait, un homme peut le faire. S'il y a un homme qui a créé Hope Channel pour atteindre de bons objectifs dans la société, ça veut dire que Merdi aussi peut aussi créer et notre Hope Channel dit notre version pour poursuivre les objectifs que c'est lui qui a créé cette télévision a fait. Et voilà, c'est au fait de la responsabilité tout simplement. Et en plus, c'est une responsabilité de tous, si on peut le voir comme ça. Il n'y a aucune excuse, personne n'est épargné. Voilà, c'était Sport Bidou qui nous parlait de la responsabilité de tous les Congolais dans le développement de ce pays. Partant du changement des mentalités des Congolais, nous devons d'abord nous impliquer tous. Chers pasteurs, chers entrepreneurs, chers politiques, tout le monde doit s'impliquer, chers enseignants aussi, ça c'est très important parce que c'est vous qui êtes à la base de la formation de la plupart des Congolais. Alors tout le monde doit s'impliquer d'une manière ou d'une autre afin d'amener les Congolais, l'homme congolais à un changement. Voilà, toujours dans les cadres de notre thématique, je rappelle à ceux qui viennent de rejoindre l'émission tout à présent, l'entrepreneuriat moteur du développement économique en République démocratique du Congo. Telle est notre thématique pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes avec M. Espoir Bindou, qui est directeur exécutif du CDE. Alors, nous allons poursuivre avec la question de savoir maintenant, dans le processus de développement d'une nation, quels sont les facteurs qui entrent en jeu pour permettre la concrétisation du développement par l'entrepreneuriat, en particulier les développements en général. Là, maintenant, nous allons entrer sur le point du développement du secteur entrepreneurial. Parce que si on doit parler du développement, il y a une part de l'entrepreneuriat dans ces domaines-là. Alors, quels sont les facteurs qui entrent en jeu pour permettre le développement du secteur entrepreneurial? Je pense que la première des choses, c'est la prise de conscience. Toujours. Prise de conscience veut dire
que je sois conscient que les pays doivent être développés, ou tous les pays du monde se sont développés grâce à l'entrepreneuriat. Les églises n'ont jamais développé les pays. Les églises, ils bouffent beaucoup d'argent. Vous savez, dans les statuts des églises, les églises sont reconnues juridiquement comme des ASPL. Association sans but lucratif. Sans but lucratif. Mais les églises gagnent beaucoup d'argent, plus que même les ONG qui sont financées. Exact. Mais beaucoup d'églises ne payent pas de taxes, sous prétexte que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prêchent les gens. Ils éduquent la nation. Ils éduquent la nation, tout ça, tout ça. Alors qu'il y a des entreprises aussi qui éduquent aussi la nation. Alors, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de comprendre d'abord que les églises, les ONG internationales et les partis politiques ne peuvent pas nous amener à une croissance économique. Vous savez, tout ce que les partis politiques font, c'est de conserver le pouvoir, de conquérir le pouvoir et les conserver le plus longtemps possible, quels que soient les moyens par lesquels ils doivent faire. L'essentiel est qu'ils conservent le pouvoir le plus longtemps possible. Et les partis politiques coincent la population à ce niveau-là. Ils vont prendre de l'argent, ils vont encaisser des millions pour préparer des campagnes, pour rendre leurs partis trop grands dans le pays. Vous voyez ça? Positionner les partis, positionner les leaders des partis. Et l'économie, chaos. Les églises, ils prennent beaucoup d'argent et puis ils nous disent, nous serons payés au ciel. Et entre-temps, le pays aussi ne va pas bénéficier de cet argent-là, toutes les taxes. Et comme vous le savez, les organisations internationales, ce sont des organisations qui viennent avec des projets d'urgence, ce qui est aussi bien. Mais les projets d'urgence ne peuvent pas développer le pays. Les projets d'urgence, on parle de la nourriture, l'alimentation, l'hébergement, il y a aussi les médicaments. Mais, par exemple, les déplacés de guerre, après la guerre, ils doivent rentrer dans leur village. Comment ils vont faire la réinsertion sociale? Ça va demander de l'argent. De l'argent. Pour faire la réinsertion sociale. Et donc, les ONG, les églises, les partis politiques ne peuvent pas nous aider à développer l'économie. Parlant des ONG, nous sommes en train d'assister actuellement au niveau des Goma toujours, là dans les camps des déplacés. Il y a des gens qui sont dans les camps, il y a de cela 2 ou 3 ans, ils sont pour les volcans en Nyiragongo. Mais on va se rendre compte que jusqu'à présent, ils sont toujours dans les camps. Alors on va se poser la question, est-ce que le volcan est toujours là ou bien il y a toujours éruption? On se rend compte que les organisations ont donné à ces gens-là la chance de rester là-bas pour recevoir des dons venant des organisations et ils n'ont plus le courage de travailler. Ils n'ont plus le courage de travailler parce que c'est aussi l'inconvénient de plusieurs assistances. Exact. Vous savez, depuis un temps, Goma a été déclarée entre 2002 et 2005 la capitale mondiale de la concentration mondiale des organisations internationales. Ça nous a façonné. Aujourd'hui, il est difficile d'amener un jeune de Goma dans une réunion où il ne va pas manger, où il ne va pas avoir les transports, les frais de transport. Lorsque vous invitez un jeune à réfléchir sur quelque chose, il dit, est-ce qu'on va manger tout à coup là? Est-ce que tu n'as pas de transport? Ça, c'est un problème. Ça, ce sont les ONG qui nous ont façonnés comme ça. Et on a compris que c'est ça notre niveau. C'est ça le problème qui fait que même on ne se développe pas aussi si vite. Alors, pour qu'il y ait un développement, il faut la prise de conscience d'investir dans l'entrepreneuriat. J'ai une très mauvaise nouvelle. Je n'ai pas encore très bien vérifié. J'ai appris que le gouvernement congolais, lors de la publication des récents gouvernements, ils ont supprimé le ministère de l'entrepreneuriat. C'est la question même que j'allais vous poser. Ça n'existe plus. Quelle est votre position? Le ministère de l'entrepreneuriat a été inséré dans le ministère de l'industrie, si je ne me trompe pas. Donc le ministère de l'industrie va chapeauter toutes les autres ministères. Il y a certains ministères. C'est l'industrie qui chapeaute l'entrepreneuriat. Voilà. Pendant que c'est l'entrepreneuriat qui doit chapeauter l'industrie. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait l'existence de l'entrepreneuriat. Et puis on développe maintenant l'industrialisation. Parce que c'est là qu'il y aura la production maintenant. Comment est-ce que la production va chapeauter? C'est comme, on peut dire qu'un enfant de 5 ans qui va garder son père de 45 ans. Oh là là. Vous voyez. Tout ça, c'est parce que même notre gouvernement n'est pas conscient que l'entrepreneuriat est le moteur du développement de la RDC. Moi, je vais poser la question à nos gouvernants. Vous avez un slogan, vous dites, il faut maximiser les recettes de l'État. Maximiser les recettes de l'État. Où est-ce que vous tirez ces recettes si ce n'est pas dans la population? Ce sont ces populations-là qui sont entrepreneurs. Quand vous maximisez les recettes de l'État, la population reste avec quoi?
c'est la soustraction. Et donc, à ce point-là, on ne peut pas espérer à un développement. Normalement, d'autres pays investissent dans les entrepreneurs. Mais chez nous, on ne le fait pas. On oublie l'entrepreneur. Oui. Si le gouvernement peut arriver à supprimer le ministère de l'entrepreneuriat et l'incorporer dans un autre ministère, c'est parce qu'on ne donne pas de la valeur à l'entrepreneuriat. Récemment, ici, nous avons connu la création du guichet unique. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Vous pouvez créer une entreprise aujourd'hui et vous allez vous enregistrer où? Le guichet unique, nous les avons reçus récemment, donc il y a c'est là, je ne sais pas, 4 ou 6 mois dans l'émission. Ils ont dit qu'ils sont là. Malheureusement, ils sont confrontés à quelques difficultés. C'est une façon d'apaiser les émotions, les esprits des entrepreneurs qui ont le goût et les aspirants qui ont le goût de créer des entreprises. Mais en réalité, si vous créez votre entreprise maintenant là, il n'y a pas, les portes sont fermées pour de diverses problèmes que moi, toi et moi, on ne connaît pas. Mais tout ça, c'est parce que l'État congolais ne donne pas de la valeur à l'entrepreneuriat. Alors que c'est l'entrepreneuriat qui crée de l'argent et l'État vit de l'entrepreneuriat. Maintenant, si l'État lui-même peut étouffer l'entrepreneuriat, comment se fait-il qu'un politicien peut venir nous parler de développement? C'est quoi le développement? Même dans la Bible, tous les riches étaient entrepreneurs. Les riches étaient cultivateurs, ils étaient, comment on dit, les gens là qui... ils étaient cultivateurs, ils étaient aussi pêcheurs, ouais. et des gens qui ont beaucoup de brebis. Ah ouais, les éleveurs. Ouais. Vous voyez. Maintenant, montre-moi où est-ce qu'on va tirer l'argent, où est-ce qu'on va tirer l'argent pour se développer économiquement pendant que l'État lui-même n'est pas entrepreneur. J'ai eu la chance de voyager dans certains pays au niveau de la planète. Parce que même au Rwanda, c'est la planète Terre. Même en Ouganda, même en Nairobi, même en Afrique du Sud. D'autres pays, le gouvernement est entrepreneur, le gouvernement a des bus, le gouvernement a des parcelles, le gouvernement a des maisons à louer. Mais chez nous, qu'est-ce que nous avons? Nous respectons notre pays, mais on n'est pas un bon modèle de l'entrepreneuriat. On nous a dit ici, à l'époque de Mobutu, que les gouvernements, les Sud-Africains venaient à Kinshasa pour se faire soigner à Kinshasa. Les cas difficiles de maladies étaient soignés à Kinshasa. Mais aujourd'hui, c'est devenu comment? C'est nous qui allons vers eux. Ça veut dire que nous, on ne se développe pas économiquement. Et tout cela, c'est parce qu'on n'a pas une très bonne politique financière, on n'a pas une très bonne politique de gouvernance du secteur privé. Parce que dans d'autres pays, ce sont les secteurs privés qui enrichissent le pays. Le gouvernement ne peut pas nous créer beaucoup d'emplois, nous tous. Ils vont tirer ces emplois où? Des fois, on nous parle de 6 millions d'emplois. Ok, 6 millions d'emplois. 6 millions d'emplois. Vous connaissez 6 millions d'emplois? Hier, à l'époque, il y a un gouvernement qui nous avait dit qu'ils ont créé plus de 6 000 emplois. 6 000 emplois. Vous savez, créer 6 000 emplois, si dans chaque emploi... 6 000 chômeurs. Si on peut... 6 000 emplois, ça veut dire que si dans chaque emploi, chaque entreprise, on peut avoir 100 jeunes, 100 populations. Et donc, nous tous, aujourd'hui, on allait réduire déjà la proportion des chômeurs à RDC. Exact. Mais ce que nous faisons au CDE, c'est que nous faisons des recherches sur les politiques publiques, sur les secteurs de la vie nationale. Nous essayons de prendre les problématiques, nous considérons la problématique, disons, et aussi les conséquences des problèmes que nous avons trouvés sur le terrain. On propose des solutions. C'est pour cela que nous faisons des campagnes médiatiques pour influencer les décisions publiques en faveur des entrepreneurs, femmes et jeunes, et les aspirants entrepreneurs, mais aussi nous proposons des réformes de certaines lois. Il y a beaucoup de lois qui protègent un petit groupe au détriment d'un grand groupe. Ça veut dire un petit groupe, c'est un gouvernement par exemple de 60 personnes qui gouverne sur plus de 100 millions de personnes. Un gouvernement de 30 personnes qui gouverne sur plus de 50 millions de personnes. Et alors, beaucoup de lois protègent plus le gouvernement que la population. Ça fait qu'ils deviennent plus forts que la population. Ils sont plus forts économiquement. C'est pourquoi la population ne peut pas facilement échapper à la manipulation. À tout moment, un politicien peut venir, il te dit, Monsieur Verdi, je sais que tu as faim. Je sais que tu as un problème de l'insécurité à Goma. Je sais que je peux résoudre ceci. Je sais que tu n'as pas de l'eau. Et puis, quand il te dit ça, carrément tu es manipulé. Parce qu'il se présente comme porteur de solutions chez toi. Mais dans d'autres pays, il n'y a pas de jeunes qui entendent les politiciens à l'aéroport. Quelqu'un il te dit, je viens à 13h.
arrive à 17h. Il arrive à 19h, mais toi tu es là en train de danser, tu t'es décoré comme ça, tu as mis des choses, et puis quand il arrive, tu as passé plus de 9 heures à l'aéroport, il vient, il te donne 3000 francs. Et difficilement pour accéder à ces 3000 francs-là. Dans d'autres pays où les jeunes sont entrepreneurs, les politiciens n'ont pas de jeunes pour les attendre, parce qu'ils sont en train de faire entrer leur argent à la minute. C'est à la seconde que l'argent entre. Et maintenant, nous sommes en train de le faire au sein du CDE. On propose au gouvernement parce que nous savons qu'ils sont nos parents. Et les parents, ils peuvent être trop occupés, des fois ils peuvent être ignorants de certaines choses qui se passent sur le terrain. Maintenant, nous venons avec des rapports, avec des résultats des études, et nous leur proposons que voilà, tel résultat, vous pouvez faire ceci, tel résultat, nous proposons. Et puis, nous avons aussi des autorités qui nous accueillent, surtout au niveau national. Ils ont le temps de vous écouter avec leurs experts à côté. Ils étudient ce que vous dites. Si c'est réfléchi, si c'est en tout cas un besoin, ils font des réformes. Donc on peut dire que ça présente quelque chose de bon pour les RDC. Oui, ça présente déjà ce sont des bons signes maintenant qui peuvent nous aider à espérer un développement. Malheureusement aussi, lorsqu'il y a remaniement des ministres, vous savez aussi, la politique de notre pays, c'est aussi une politique qui est un peu décevante à ce niveau-là. Les ministres se comportent comme des conservateurs de coutume. Si Merdi est nommé à un tel ministère, ça veut dire que tous ses amis et sa famille, ils vont travailler là-bas. Malheureusement. Et une fois tu n'es plus à ce poste-là, et bien tu quittes toute la famille avec toute la famille. Et puis je ne sais pas si les secrets de l'État partent aussi comme ça. Ceux qui vont venir, ils vont aussi faire un effort de travailler selon la vision morale, selon la vision de leur autorité morale, avant d'arriver même chez le chef de l'État. Ça fait ce que quelqu'un qui a commencé déjà une idée, il peut partir avec son idée, et quelqu'un d'autre qui va arriver, les projets finissent par là. Ça fait ce que les choses n'avancent pas aussi jusqu'à ces niveaux-là. Mais je ne veux pas dire qu'il faut prier pour les pays, mais nous devons être sérieux, nous la jeunesse. Nous devons dans nos petites initiatives être conscients que nous avons un problème très sérieux et que nous devons aider nos autorités à en arriver là-bas. Nous ne devons pas nous révolter contre nos autorités, mais nous devons les aider à leur donnant des évidences, à leur fournissant beaucoup d'informations par rapport aux éléments que nous pensons que ça doit être changé sur le terrain. Mais ne nous constituons pas comme des donneurs de leçons, parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils aiment des gens qui viennent avec des idées réfléchies, vous les considérez, et c'est comme un papa dans sa maison, tu ne peux pas venir chez lui et les détrôner. Voilà. La manière dont nous travaillons avec les CDI, c'est ça. On fait des recherches, on fait des plaidoyers et des campagnes médiatiques et des mobilisations communautaires autour d'un problème donné pour apporter une solution dans notre communauté. Voilà. Et votre champ d'action, c'est toute la RDC ou bien il y a quelques régions dans lesquelles vous œuvrez? En tout cas, c'est toute la RDC. C'est toute la RDC, sauf que les moyens sont très limités. C'est pourquoi nous utilisons les médias. Nous passons chaque année sur... Nous avons environ 100 apparitions médiatiques. Parce que je sais qu'à partir de Hope Channel, ici, je peux toucher le président de la République à Kinshasa sans pour autant lui demander une audience. C'est très possible. Et donc, nous utilisons beaucoup de médias en ligne, des médias traditionnels, des télévisions, des radios, et des blogs. Ça permet à ce qu'on change même les discours de nos dirigeants et ils comprennent que ça, c'est un problème. Et vous savez qu'on ne peut pas changer quelque chose si on n'a pas encore eu la conscience qu'en tout cas, ça, c'est un problème. Donc, lorsqu'ils ont la conscience, ils commencent à dire les mêmes choses que nous disons et nous disons, voilà, on a réussi. C'est dans ce sens-là que nous évaluons aussi nos impacts. Voilà. Et maintenant, monsieur Espoir, parce que nous sommes en train de chuter, y aurait-il des phases par lesquelles passent les pays pour accéder au développement? Si oui, lesquelles? Oui, il y a des phases. Les libres marchés, par exemple. Les libres marchés. Il y a des pays qui prennent conscience que nous, on n'a rien. On n'a pas de ressources, on n'a rien. Et ils font appel à des investisseurs étrangers pour investir dans leur pays. Ça veut dire, vous devez d'abord, la responsabilité du gouvernement, la première phase, c'est d'investir dans sa sécurité nationale. 2, investir dans ses infrastructures. Les infrastructures, c'est d'abord la route, l'eau et l'électricité. Si ces choses vont bien, rappelez-vous, vous avez grandi à Goma. Lorsque nous avons
nous avons bénéficié d'un nouveau projet dans le cadre, je pense, de 5 chantiers. 5 chantiers avec 5 chantiers. Oui, il avait lancé le travail là, disons la construction d'une centrale à Matebe, aujourd'hui qu'on appelle Demerode, tout ça. Nous avons Demerode, nous avons aussi les partenaires de Sokodé. Vous voyez comment la ville de Goma est devenue? On a du courant. On a du courant. Vous savez, le courant permet la création de micro et petites entreprises. Il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ils ont des petites baffles, ils vendent des musiques, des audios, des vidéos, des films, tout ça. Parce que ces jeunes-là ont accès seulement à une petite prise, à un ordinateur, et une petite baffle là-bas, il fait la musique et il fait entrer son argent. Vous voyez, donc, ce genre de choses, hein, ce sont des phases, des bonnes, disons, ce sont des phases vers le développement. Libéraliser beaucoup de secteurs en RDC. L'eau, si la régie des eaux est incapable de fournir de l'eau à la population congolaise, on libéralise le secteur. Comme ça, il y a d'autres personnes qui peuvent venir, comme toi par exemple, tu investis aussi là-bas, dans les secteurs privés, tu investis là-bas, tu donnes aussi de l'eau aux gens, de l'électricité, comme dans beaucoup de secteurs de la vie humaine. Et ça va faciliter les choses. Il y a beaucoup de pays qui ont fait comme ça. Il y a des privés qui ont des aéroports, ils construisent des aéroports, et puis ils font payer des taxes, et après 15 ans, par exemple, ça devient un patrimoine de l'État. Donc, il y a plusieurs phases qu'on peut utiliser. Et la RDC connaît, sauf que nos autorités n'ont pas la bonne volonté. Mais ils sont très intelligents. Ils connaissent beaucoup, ils voyagent à travers le monde, ils connaissent tout ça. Si vous arrivez au Kenya, par exemple, au Kenya, à Nairobi, il y a des routes privées. Il y a dans un boulevard, vous voyez, il y a des véhicules qui passent là-bas pour aller, d'autres retours. Mais ici au milieu, il y a une route privée que si vous voulez aller plus vite à une vitesse de croisière, vous payez tout simplement 5 000 francs, 5 000 shillings. Wow. Vous payez 5 000 shillings, on vous ouvre la route, vous roulez à la vitesse de croisière. Ici au Kenya, c'est la route de quelqu'un, il construit pour l'État, il exploite la route, mais après 15 ans, il laisse la route à l'État. Ça fait que les autres ici sont en embouteillage. À côté, il y a l'embouteillage, à côté, il y a l'embouteillage. Mais toi, tu es libre, tu vas rouler à la vitesse d'un avion. Il y a quand même des innovations qu'eux, ils peuvent faire parce qu'ils voyagent plus que nous à travers le monde. Et donc, ils n'ont pas d'excuses à nous présenter, eux aussi. C'est la volonté, ça. Ouais. Alors, étant donné que nous parlons de la RDC, alors quel pays africain ou mondial proposeriez-vous comme exemple à la RDC et quelle partie de son histoire servirait d'être exemplaire à notre histoire, notre RDC? Est-ce que je connais l'histoire de beaucoup de pays africains? Mais j'ai parlé de l'Afrique du Sud, par exemple, dans le domaine de la santé. L'Afrique du Sud, il était derrière nous. Aujourd'hui, c'est nous qui allons vers eux. Je pense que nous, sur le plan de la santé dans les secteurs, nous devons imiter ces pays-là. Oui, nous devons savoir comment est-ce qu'ils sont arrivés à nous dépasser. À un certain moment, qu'est-ce que nous avons perdu? Est-ce que les conflits des guerres, est-ce que l'instabilité politique a fait que l'Afrique du Sud nous dépasse? Je peux dire aussi le Kenya, parce que le Kenya, c'est un pays qui produit aussi beaucoup dans l'agriculture. Nous avons la terre. Qu'est-ce que nous faisons avec la terre? Une terre arable. Oui, nous avons une terre arable. Il y a un politicien congolais, quand il veut parler, moi je sais déjà, il va parler de terre arable, et je ne sais pas. Hein? Moi je le connais. Mais qu'est-ce que nous faisons de nos terres arables? Le Kenya produit beaucoup de choses ici. Il y a le Rwanda qui n'a même pas une terre fertile, mais le Rwanda qui nous produit les piments, les bichogolo que nous pouvons produire ici, à Nyiragongo, ici à Masisi. Mais nous, on n'est pas encore sérieux avec ça. Je crois qu'il y a beaucoup de pays de l'Est de l'Afrique qui peuvent servir comme exemple pour nous, surtout d'abord dans l'exploitation de la terre. Ouais. Et maintenant, nous aimerions savoir maintenant quel rôle joue l'éducation, la politique, la sécurité ainsi que les infrastructures de base dans le développement semblent dépendre en fait. On se rend compte que le développement dépend de la politique, la sécurité, l'éducation et les infrastructures. Alors, quel rôle doivent jouer ces quatre facteurs-là? Les rôles que doivent jouer ces quatre facteurs, en fait, les facteurs sont interdépendants. D'abord, il n'y a pas de développement sans stabilité, sécurité, stabilité politique, la sécurité, la route des dessertes agricoles.
On ne peut pas parler, on ne peut pas espérer un développement sans que ces choses soient là. Et moi, je pense qu'à ce niveau-là, nous avons besoin des leaders politiques qui font preuve de l'amour du pays. De l'amour du pays. Ils doivent aimer le pays. Ils doivent être disciplinés au travail. Ils doivent éviter de complaisance. Travailler avec des gens qui peuvent vous aider aussi. Il y a Maslow qui avait dit que parmi les besoins sociaux, il y a un besoin d'accomplissement personnel. Nos autorités devaient se poser cette question aussi. Personnellement, vous êtes fiers que vous avez fait quoi? Je me rappelle ici, moi je ne suis pas politicien, je ne rêve même pas, je ne suis pas aspirant. Mais je suis quand même les informations parce qu'on est chercheurs, nous faisons la recherche. Il y a un politicien en Nord Kivu qui avait dit que moi, après mes années au pouvoir, si vous voulez, oubliez tout ce que j'ai fait, mais rappelez-vous d'une seule chose. Et il avait dit un investissement qu'il avait fait au Nord Kivu. Vous voyez, pour lui, il est fier qu'il a accompli quelque chose. Mais dans la question que je me pose, ou que je peux poser à tout le monde qui regardait cette télévision, qui nous regardait à pareil moment, qu'est-ce que vous avez déjà fait concrètement? Vous êtes fier de vous, pourquoi? Vous avez fait quoi? Au compte de la République. Quelqu'un peut être fier parce qu'il a déjà enfanté un enfant par sa propre force. Bon, on a dit Soukouma, je suis fier parce que j'ai enfanté. Il y a quelqu'un qui peut dire je suis fier parce que j'ai investi dans Merdi. S'il est un homme aujourd'hui, c'est grâce à moi. C'est normal qu'on soit fier de ça. Mais non, vous êtes aussi fier de quoi? Je pense que à ce niveau-là, nos politiciens doivent être conscients et ils doivent chercher à être fiers d'eux-mêmes pour avoir accompli quelque chose de très important qui aide la population jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et nous sommes en train de chuter pour finir. Alors nous aimerions savoir quels sont les secteurs, parlant des jeunes entrepreneurs qui sont en train de nous suivre présentement, des jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat, quels sont les secteurs clés que les jeunes, les entrepreneurs ainsi que le gouvernement doivent promouvoir pour avoir un impact significatif? Mon cher, notre pays est encore vide. Je pense que les entrepreneurs seront très d'accord avec moi. Tous les secteurs sont vides. Les entrepreneurs sont peu nombreux par rapport aux besoins actuels. Dans le secteur des transports, nous avons besoin. Dans le secteur de la santé, nous avons besoin. Dans le secteur de l'électricité, il y a encore besoin. Nous, à Goma, on est un peu soulagé par l'électricité. Mais il faut arriver dans d'autres pays, dans d'autres villes, comme Kisangani, par exemple, comme Lubutu, comme Abunia. Et là, il n'y a pas encore, les gens ne jouissent pas encore de la libéralisation du secteur de l'électricité. Vous voyez? Et donc, il y a plusieurs secteurs dans lesquels on peut investir. Mais ce que je vais demander tout simplement aux entrepreneurs, c'est de vous poser la question. Deux questions. C'est quoi? Non, qu'est-ce que vous connaissez faire? Vous connaissez quoi? Qu'est-ce que vous pouvez mieux faire par rapport à tous ces secteurs-là? Deuxième chose, c'est de vous poser la question, où est-ce que ça peut marcher? Et là, facilement, vous pouvez prendre les risques. Il faut avoir le goût du risque et ça va aller. Et si vous commencez, ça va aller directement, vous allez apprendre de votre initiative. Et comment le gouvernement doit agir dans l'accompagnement de ces jeunes-là qui souhaitent entreprendre? Parce qu'on se rend compte que le climat des affaires en RDC n'est pas du tout favorable pour certains. Alors, comment le gouvernement doit amener ces jeunes-là à se sentir à l'aise dans leur domaine, dans leur secteur de l'entrepreneuriat? Moi, je pense que à ce niveau-là, le gouvernement doit encore être sérieux avec nous, la jeunesse surtout. C'est nous constituons une main-d'œuvre qui peut encore beaucoup travailler, et surtout les femmes aussi qui constituent une proportion plus élevée à RDC. Le gouvernement doit remettre le ministère de l'entrepreneuriat. Ça, c'est d'abord un. Pour que nous ayons là où nous pouvons aller nous plaindre et réclamer avec un langage qui va être compris comme tel. Ça, c'est un. Deuxième chose, le gouvernement, il est conscient actuellement, je suis très fier que nous avons mené plusieurs campagnes qui dénoncent la surtaxation. Le gouvernement doit réduire le nombre de taxes aux entrepreneurs. Il y a beaucoup de taxes que l'on fait payer aux gens. Bon, je ne sais pas avoir un mot trop sage. Je ne dirais pas inutilement, mais des taxes illogiques. Par exemple, vous voulez enregistrer une organisation. Vous allez enregistrer votre organisation. Si vous voulez affilier l'organisation à un certain ministère de tutelle, si vous allez demander un certificat d'enregistrement à la division ou au ministère de tutelle,
vous allez payer une taxe. Quand vous payez cette taxe, mais lorsque vous allez encore enregistrer l'organisation ministère du plan, vous allez voir que la même taxe que vous avez payée dans une autre division, la même taxe revient encore ici dans l'autre division. C'est le même l'État. Et c'est le même l'État. C'est le même l'État, peut-être la même province. Maintenant, ça fait que il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui contournent, qui détournent les taxes de l'État. Le gouvernement, la responsabilité, c'est de diminuer. Le gouvernement ne peut pas vivre tout simplement des petites taxes des petits entrepreneurs. Le gouvernement peut vivre avec les ressources, les dons, je ne sais pas, tout ce qui... Et ils savent comment ils créent de l'argent. Faciliter le climat des affaires pour les petits entrepreneurs. Supprimer au besoin des taxes. Si vous n'avez pas cette volonté, vous pouvez nous aider, chères autorités, à diminuer le nombre de taxes et de tracasseries auxquelles les entrepreneurs sont victimes. Et vous verrez qu'à un certain moment, il n'y aura même pas de gens ici dans la route pour aller manifester, gréver, ville morte. Parce qu'ils ont quand même des choses à faire. Mais je ne sais pas si c'est leur politique aussi de nous laisser comme ça, nous laisser affamer pour qu'on se fâche. Pour qu'on se fâche chaque fois et qu'on voit les jeunes sur la route là-bas. C'est ma question en fait. C'est un peu compliqué parce que nous sommes en train de finir parce que le temps nous a imparti. Alors, Monsieur Espoir, nous aimerions que vous puissiez adresser un message aux jeunes entrepreneurs ainsi qu'un message à notre gouvernement pour finir cette émission. C'est une question un peu compliquée, pas difficile mais un peu compliquée. Je vais avoir des mots. Je pense que les entrepreneurs, vous êtes des héros de l'économie congolaise. Ça, c'est un. En tout cas, vous êtes des héros. Je sais, je suis entrepreneur social, je sais tout ce que nous traversons pour créer de bonnes solutions, bonnes conditions de vie à la population congolaise. Deux, je vais vous demander de tenir fort. Parce que la politique, les ONG et les églises ne vont pas développer l'économie. Donc l'économie, le développement économique de la RDC repose sur nos initiatives sociales qui vont beaucoup plus aider beaucoup de familles. Ça va diminuer les taux de la pauvreté en RDC. Troisièmement, je vais vous demander de vous joindre à la lutte qui demande à nos chers dirigeants de diminuer le nombre de taxes qui freinent l'économie congolaise, qui freinent les petites et moyennes entreprises. Soyez conscients que nous sommes aujourd'hui un pays intellectuel, il y a une proportion élevée de jeunes qui ont étudié et tous, on ne va pas avoir du travail dans des bureaux climatisés, mais nous devons créer des entreprises pour donner du travail à d'autres jeunes, à nos semblables. Donc, faisons un effort, chers jeunes, tenons très fort et ça va aller. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sport. C'était l'émission Planète des Affaires qui vous vient chaque mardi de 15h05 à 15h50 où nous parlons seulement entrepreneuriat. Alors, Monsieur Sport, nous vous disons merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, et nous remercions à tous les spectateurs qui nous ont suivis dès les débuts jusqu'à présent et nous vous disons que nous allons nous retrouver le mardi prochain avec un nouveau numéro. Merci beaucoup.